Bonjour, dans cette vidéo astrologique, on va utiliser quelques symboliques de films et de livres pour vous expliquer comment ça va se dérouler la nouvelle lune du 29 juin en Cancer, mais elle est donc en carré à Jupiter et justement le titre d'un roman me paraît tout à fait approprié pour illustrer ce carré Soleil-Lune à Jupiter. Il s'agit d'un roman de Jane Austen, une écrivaine anglaise, paru en 1813. C'est l'orgueil et le préjugé. Euh, Justement, Soleil, Lune en Cancer, ça évoque les questions de famille, d'héritage, de tradition et de mariage et de sécurité affective et matérielle. Et d'ailleurs, voilà, n'importe quelle sécurité à l'image du signe du cancer. Voilà, des crévisses qui se cachent à l'intérieur de leur carapace. C'est pour ça que le signe est réputé introverti, réservé, discret, même peuré, taiseux. Voilà, vous vous rendez compte que avec les cancers, il n'est jamais évident. J'ai remarqué d'ailleurs une agressivité passive souvent chez les cancers. Mais bon, petite digression finie, on va analyser les aspects en cours et on va expliquer pourquoi l'orgueil et le préjugé. Donc Soleil, Lune se trouve sur 7 degrés du signe du Cancer, Mercure 18 degrés Gémeaux, Vénus 7 Gémeaux, Mars 25 Bélier, Jupiter 7 Bélier, Saturne sur 24 Verseau, rétrograde, Uranus 17 Taureau, Neptune 25 Poisson rétrograde, Pluton 27 Capricorne rétrograde, nœud nord sur 20 degrés Taureau. On a comme aspect Soleil, Lune en carré à Jupiter, Vénus sextile Jupiter, Mars sextile Saturne, Mars carré Pluton. Seulement cet aspect Mars carré Pluton ne me paraît pas parlant pour la trame du roman, mais on peut au sens large l'attribuer à une lutte personnelle, Mars, pour s'affirmer, qui est bien évidemment contrecarrée par la force majeure et la fatalité représentée par Pluton. Ici, dans ce contexte de ce roman, c'est le contexte social, bien évidemment. On a une société anglaise conservatrice avec les principes inhérents à cette époque. C'est la noblesse terrienne qui est surtout valorisée, appréciée. Ce sont donc les acquis fonciers qui sont primordiaux, alors que ceux qui gagnent leur pain par le biais de leur travail sont réputés au-dessous de ce rang supérieur des propriétaires de terre. Donc, de nouveau, terre, attachement, racine, origine, lien à la tradition, respect de la tradition, tout ça pourrait être en quelque sorte attribué au signe du Cancer. Mais le carré de Jupiter, on a en même temps, voilà, soit l'orgueil, soit la vanité. L'orgueil et la vanité, c'est Jupiter. Et l'affirmation personnelle, la sensation de sécurité intérieure et l'affirmation extérieure, Soleil, la sécurité intérieure émotionnelle, Lune. Donc Soleil, Lune, conjoint en carré à Jupiter, c'est justement euh, en quelque sorte s'opposer à une norme sociale, aller au-delà des limites posées par la société, la classe, la caste, les règlements, les conventions symbolisées par Jupiter, vous voyez. Et dans ce roman, donc, justement, on a les sujets comme
le mariage, comme l'argent, comme les biens matériels et l'importance d'un mariage prospère. Et quoi d'autre attribué au signe du cancer que le mariage, l'union, l'endroit où l'on voilà, où l'on se réfugie, c'est très cancer, donc ça c'est famille, c'est son foyer, c'est son partenaire, donc généralement les cancers souhaitent se marier au plus tôt possible et fonder la famille. C'est la raison le plus souvent de se marier. C'est pas donc forcément l'intérêt quelconque d'acquérir quelque chose d'autre, passion ou, ou quelque fusion, c'est plutôt voilà, l'envie de fonder la famille et de sécuriser contre les tempêtes du monde extérieur. Vous voyez de quoi je parle. Donc, les cancers, enfin, tous les protagonistes de ce roman pourraient être symbolisés par cette conjonction Soleil-Lune en Cancer. Donc, on a une famille Bennett qui a 5 filles et quoi d'autre à cette époque-là, il n'y avait pas d'autre choix pour les filles que de se marier et d'espérer un meilleur destin par le biais du lien marital. Le mariage représentait la seule possibilité de se libérer de la tutelle parentale et de s'affirmer, de s'autonomiser tant soit peu. C'était donc l'événement et la sphère la plus importante pour une jeune fille de l'époque. Heureusement, on est sorti de cette époque-là. Quoique, pas dans toutes les régions, pas dans tous les pays, mais bon. Mais de nos jours, bien sûr, par extension, ça pourrait être autre chose. Donc, question de fertilité biologique voilà, qui est forcément soit trop accentuée, soit on doit voilà, voir, s'apercevoir de ses limites forcément, ou quelque chose d'autre. De nos jours, ces aspects pourraient être interprétés en tant que le partenaire dépensier ou souci avec la famille, sa belle-mère, son beau-frère, des choses comme ça, vous voyez, donc un lien forcément légal, Jupiter qui empêche l'épanouissement, ou qui voilà, bon, c'est pas forcément la famille sociale qui empêche, mais quelques facteurs sociaux, vous voyez. Donc on a l'union du personnel Soleil-Lune avec l'aspect social Jupiter. Mais Jupiter étant la planète d'épanouissement, d'expansion, de croissance, et de bienveillance et d'optimisme, alors on peut espérer que les choses s'arrangent. Donc, j'en déduis que dans ce roman, voilà l'orgueil qui est, disons, un trait de caractère très présent chez la héroïne principale, Elisabeth, qui refuse d'abord d'épouser Darcy, et donc là on voit voilà, l'orgueil dans toute sa grandeur, l'orgueil féminin qui existait même pendant cette époque-là. Oui. Et donc l'orgueil est quelque chose apparemment, l'orgueil selon moi astrologiquement serait Jupiter. Et cet orgueil est différent en quelque sorte de la vanité, comme c'est expliqué dans le roman. La vanité consiste à faire l'impression extérieure, éblouir les autres, les convaincre de nos capacités, les obliger, entre guillemets, à valoriser pleinement nos compétences. Et
vouloir s'afficher, c'est la vanité. Mais l'orgueil personnel, selon moi, ce serait justement ce Jupiter en Bélier. L'orgueil dans le sens se prouver à soi-même ses propres compétences, se dépasser soi-même. C'est la meilleure façon, en fait, d'avancer dans cette vie. Parce que quand vous cherchez à plaire ou à vous faire accepter, vous faire valoriser à tout prix, peut-être un milieu inadapté pour ça, voilà, pourrait vous détourner du principal, de l'essentiel de votre vie. Vous voyez, donc on a pendant cette nouvelle lune, cette subtilité entre les facteurs sociaux qui pourraient empêcher ou accélérer notre évolution sociale, intellectuelle, notre statut social en quelque sorte. Donc il faut, c'est difficile avec le carré, il faudra bien évidemment se connaître bien, parce qu'il y a quelque chose à rejeter avec le carré. Il y a une lutte forcément intérieure, il y a quelque chose à éliminer de notre vie. C'est soit un préjugé, comme le titre que j'ai choisi pour décrire cette influence. Donc, soit refuser à une partie de cette sécurité émotionnelle, de cette garantie, de cette stabilité, de cet ancrage représenté par le cancer, soit renoncer un peu à ses ambitions démesurées représentées par Jupiter en Bélier. Mais ce n'est pas a priori quelque chose de tragique. On a vu des aspects pires l'année dernière. Cette année, vraiment, ce n'est pas quelque chose de trop pesant. Donc, les thèmes développés dans ce roman, c'est argent et statut social. Si vous connaissez le roman, alors vous savez que les filles de famille Bennett, si elles ne se marient pas, seraient tributaires de charité familiale, étant donné qu'il y a un droit d'aînesse, un droit d'héritage, selon lequel c'est M. Collins qui va hériter la propriété de Longbourn, et donc elles sont en quelque sorte obligées de se marier pour ne pas se retrouver mendiantes et sans revenus, parce que leur dot, voilà, est modeste et tout. Ouais, donc la famille, l'implication de la famille, de la société, des normes et de l'espoir familial peut nous préoccuper. Ou pour quelqu'un, ça peut être la recherche, disons, plus profonde, généalogique même, de ces racines lointaines. Et donc l'argent et le statut social sont parmi les sujets évoqués dans ce roman. Le deuxième sujet, mariage et argent. Mariage devrait être prospère, devrait assurer un bon train de vie et c'est comme de nos jours l'éducation, mais c'était à l'époque improbable d'espérer de gagner et de monter l'échelle sociale sans mariage. Quelle triste époque. Quelle triste époque. Je constate que de nos jours, au lieu de nous plaindre sans cesse de quelque, je ne sais pas, société de consommation, rapidité, tout est vraiment instantané, tout est rapide et tout est
peut-être même superficielle, mais en comparaison avec une époque où on devait posséder la dot, sinon on serait réduite à la misère, on serait resté vieille fille. Et dans le roman, l'auteur nous explique que le destin des filles célibataires est de rester pauvres. Vous voyez, donc le mariage garantissait la survie. Triste époque. Vraiment. Désolant. Tout ça. Donc au lieu de râler sur les inconvénients de notre époque, nous devrions plutôt chérir la possibilité de s'affirmer en tant que femme et en tant qu'homme. D'ailleurs, on a tous les droits, qu'on soit propriétaire ou non. On a dans la société occidentale les chances égales à réussir sa vie, quelles que soient nos origines, vous voyez. Donc, la mère d'Elisabeth se réjouit énormément de voir sa fille épouser un homme riche et c'est voilà, donc l'impact de l'argent sur le mariage et sur le choix du partenaire. Le sujet suivant, fortune et statut social. Donc, comme j'ai déjà dit, pendant cette époque, on devait posséder château et terre et grosse surface de propriété foncière pour être considéré comme noble et comme riche, vous voyez. Le mariage, donc, comme le sujet important aussi. Le mariage qui est le destin, le but, l'objectif principal. Voilà. Ensuite, statut de la femme dans cette société, comme j'ai déjà mentionné tout à l'heure, une triste vie attendait les femmes célibataires qui étaient obligées de subir un sort de misère. Et donc les femmes célibataires, hélas, étaient disons mal vues, heureusement, comme je souligne pendant cette vidéo, heureusement. Et ça pourrait aussi être le carré Soleil-Lune en Cancer, carré à Jupiter en Bélier. Heureusement, cette époque d'ouverture, Jupiter en Bélier, nous permet de faire ce que l'on veut dans notre vie, de fonder la famille ou de ne pas la fonder. Donc c'est ça le carré Jupiter en Bélier au Soleil, à la Lune en Cancer. Et donc les femmes de l'époque pouvaient seulement faire gouvernante ou maîtresse d'école. C'était des métiers féminins et voilà, par ça, seulement leur rôle consistait à élever les enfants et s'occuper de leur famille. Donc on a ici, on a dans le roman donc une attitude positive envers le mariage. Tout compte fait, Jane Austen fait les louanges d'un mariage judicieux et non intéressé, non conventionnel, non
arrangé, c'est le mariage d'Elizabeth avec Monsieur Darcy. Le mariage qui, il est prospère certes, mais il n'est pas fondé sur l'intérêt, sur l'intention, sur un motif de profiter ou d'abuser de son partenaire. Vous voyez, donc la voie de la raison doit prédominer, mais non l'instinct, disons, l'instinct très bas de s'enrichir grâce à l'aide de son partenaire. Vous voyez, donc quelque chose d'équilibré entre la voie du cœur et la voie de la raison. Et c'est justement cet amour exemplaire qui nous prouve qu'il est possible de bien choisir et d'avoir... Pardon, c'est à cause du climatiseur. Donc, le mariage peut être la source du bonheur et d'épanouissement personnel pour une femme, mais pas le mariage exclusivement matérialiste et arrangé. Donc, la femme peut choisir un partenaire à côté duquel elle va se sentir pleinement femme, féminine, et protéger, rassurer, mais ce n'est pas chaque fois les biens matériels qui garantissent la prospérité d'un lien marital. Vous voyez, donc, comment équilibrer quelque chose en lien avec une obligation sociale, une norme, une attente que la société a imposée devant nous, comment régler tout ça avec nos besoins affectifs personnels. C'est ça, je dirais, le dilemme, la question. Pour quelqu'un, ça peut être autre chose. Par exemple, on veut se caser, on veut acheter un bien immobilier, Soleil, Lune, en Cancer, dans une région exotique où on ne connaît personne. Donc, on se confond forcément aux épreuves de nature administrative, linguistique, voilà. Et donc, on peut, avec ces aspects, Vénus sextile Jupiter, c'est justement ça. La prospérité d'un lien, d'une union, de quelque chose à la fois personnel et social. Vénus personnel, Jupiter social. Un aspect harmonieux, c'est donc un lien inspirant, un lien amical entre ces deux sphères. Mars sextile Saturne. C'est l'aboutissement de nos efforts personnels, également pour monter cette échelle de la réussite sociale. Mars sera en Bélier, Saturne sera en Verseau, rétrograde, et forcément revoir un projet du passé. S'y mettre avec toute son ardeur, toute sa ferveur, tout son élan. Vous voyez, donc mettre vraiment beaucoup d'énergie dans un projet qui a un lien avec l'ascension sociale, mais ce projet a été mis de côté pendant une certaine période, forcément. Voilà, pendant l'année dernière ou pendant les 2 dernières années, quand on a eu des soucis légaux, administratifs pour les déplacements, pour voilà. Et donc, je pense que j'ai tout dit. J'ai choisi exprès ce sujet
du mariage et de la vie intime qu'on doit imbriquer dans un décor social précis. Et il me semble qu'il serait pertinent de renoncer à une partie de son égoïsme, de son arrogance. C'est ça justement Jupiter en bélier. Non se sacrifier au profit de sa famille avec ce carré soleil-lune à Jupiter. Donc non le sacrifice, mais réajustement. Pour quelqu'un, ça peut être passer davantage de temps, donner davantage d'énergie à ses enfants, à son partenaire, parce que c'est la période des vacances. Donc devenir moins égoïste, forcément. Quels sont encore les aspects? Vénus en Gémeaux. Ça présage de nouvelles connaissances, flirt, aventures, rencontres amusantes, divertissantes, ou voyages, ou connaissances de nouvelles cultures. Vénus bien aspectée à Jupiter. Je dirais que ça pourrait être Vénus-Jupiter en aspect harmonieux, se sentir un peu chez soi, partout, sur n'importe quel endroit géographique. Ou s'adapter facilement à une société quelconque. Mars sextile Saturne, j'ai déjà dit, c'est l'aboutissement des efforts personnels. Quelque chose au niveau de la carrière, du travail, voilà. Et Mars carré Pluton, attention avec cet aspect à ne pas se trouver débordé par quelques instincts, quelque impulsivité, quelque force destructrice. Les deux planètes représentent le principe masculin fort, endurant. Les deux sont guerriers. Et avec l'aspect conflictuel de ces deux guerriers, on a quoi? On a la crise, on a les dangers, les risques, les périls, les situations extrêmement éprouvantes. Voilà, c'est parfois au niveau de la santé, parfois au niveau d'un conflit, que ce soit conflit extérieur ou intérieur. Avec le carré Mars-Pluton, il faut vraiment canaliser ces énergies de manière prudente, avec le sport régulier, assidu, mais forcément pas le sport extrême. La prédisposition à faire des sports extrêmes, ce serait Mars Trigone Pluton. Parce que l'alliance de deux forces masculines par excellence, par exemple, le trigone Mars-Pluton pourrait décrire les légionnaires, les officiers haut placés, les généraux de l'armée, les sportifs du haut niveau, les boxeurs, les personnes infatigables. Mais avec Mars carré Pluton, on veut se dépasser, on veut devenir infatigable, mais ça ne marche pas. Il faut savoir ménager ses énergies, ses forces et ses efforts. Voilà, je pense que je vous ai tout dit et ça va être une bonne nouvelle lune, je dirais, avec le nouveau début justement lié à la famille, mariage, enfants, procréation, ancrage.
immobilier, importance de quelque chose en lien avec voilà, les propriétés foncières, tout ce qui va avec. Et je vous dis à très bientôt. Bonne nouvelle, une en cancer.